Merci, donc bonsoir à tous. Alors le sujet qui va nous intéresser ce soir, comme vous en doutez, c'est un sujet qui ne date pas d'hier, puisque déjà les Grecs, Sénèque, Lucrèce, Démocrite, Aristote, ils sont allés de leur plume pour parler de la pluralité des mondes. Donc un sujet qui passionne depuis la nuit des temps et qui maintenant connaît un regain, un boom depuis une vingtaine d'années avec la découverte des premières exoplanètes, dont on sait qu'un certain nombre pourraient ressembler furieusement à la nôtre, notre planète. Alors, il y a aussi, bien sûr, comme l'a dit Stéphane, les sondes martiennes qui remportent de beaux succès, même si on ne sait toujours pas si réellement il y a de la vie sur Mars, donc je vais vous en parler. Et donc, parallèlement à ça, je dirais que c'est un sujet aussi qui... bon, c'est un sujet scientifique, c'est clair, c'est un sujet de spéculation, un peu aussi de passion, mais c'est un sujet aussi philosophique. Il y a des ramifications philosophiques, puisque finalement, il nous renvoie à nos origines, puisque finalement, ce qui s'est passé sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, 4 milliards d'années, est-ce que ça a pu se produire ailleurs, donc ça nous renvoie à nos origines. Et ça nous renvoie aussi à notre futur, c'est-à-dire comment la vie a pu évoluer, comment elle va évoluer sur Terre, comment elle a pu évoluer ailleurs. Est-ce qu'il y a des civilisations complexes, et bien sûr, après, on ira au fil de l'avancée de l'exposé vers des sujets un petit peu plus peut-être spéculatifs, etc. Et je vous donnerai quand même quelques éléments de réflexion. Alors, je vais, pour commencer, on va justement parler un petit peu des origines. Les origines, enfin, comment la vie est apparue, comment on est passé de l'inerte au vivant. Alors vous savez, bon, j'ai titré Hasard au grand architecte, parce que, bon, il se trouve que, bon, même si en France, bon, les gens sont quand même un petit peu cultivés, la théorie de l'évolution de Darwin, bon, on sait que la Terre, c'est pas créé en 7 jours, Bon, mais il se trouve, vous voyez, aux États-Unis, il y a un regain d'intérêt pour les créationnistes qui gravitent autour de Trump, là, bon, où on pense que tout ça est trop complexe et c'est obligatoirement quelque chose de divin qui est à l'œuvre. Alors, en fait, on sait un petit peu mieux comment les choses ont pu se passer puisqu'on a maintenant des développements mathématiques autour de ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Alors la théorie de la complexité, comme son nom l'indique, ça peut paraître un peu complexe. Alors du coup, je vais vous présenter avec un exemple. Je vais faire appel à des petites bêtes que vous connaissez tous, les fourmis. Donc ça va me permettre d'illustrer un peu cette théorie de la complexité. Alors vous voyez, là vous avez, bon, j'ai représenté quelques individus d'une fourmilière. Et puis, bon, ben là, on va imaginer un pot de confiture. Entre les deux, on a de l'eau et puis on a deux chemins qui leur sont proposés. Bien sûr, un chemin court et un chemin long. Alors, bon, ben, au début, bon, ben, elles n'ont pas vraiment de préférence, ces fourmis. C'est au petit bonheur la chance, effectivement, le hasard. Bon, donc, elles vont aussi bien à droite qu'à gauche. Et puis, au bout de quelques heures, enfin, assez rapidement, on voit qu'elles prennent toutes... pratiquement le chemin le plus court. Alors bien sûr on peut se poser la question, bon alors elles ont eu du bol, elles ont gagné la loterie, elles sont passées par là. Bon, le problème c'est qu'effectivement quand on refait l'expérience plein de fois et qu'on met plein d'appâts comme ça, elles résolvent ce qu'on appelle le problème du voyageur de commerce, c'est-à-dire comment livrer ses clients en faisant un trajet minimum, optimum. C'est un problème mathématique assez complexe et elles finissent toujours par trouver le chemin le plus court. Donc on peut se dire c'est le hasard, ou alors on se dit il y en a une qui est plus maligne, ou c'est l'âme de la fourmilière, ou je sais pas quoi. Bon, donc on voyait face à ce problème finalement, on a la même attitude que vis-à-vis de l'émergence du vivant. C'est-à-dire, soit on dit on a eu beaucoup de chance, soit on a eu, bon, ben, il y a donc un truc hyper hasardeux,
très aléatoire, ou alors quelque chose de très dirigiste, hyper déterministe, si on fait appel à un grand architecte ou un être divin, je vais appeler ça comme vous voudrez. Alors en fait, bon, ben, comment ça se passe? Eh bien là, on a vraiment l'illustration de la complexité. Hein. Donc si on, c'est-à-dire qui fait appel aussi à la théorie des grands nombres, hein. C'est-à-dire que si on demandait à une fourmi comment elle a fait pour trouver le chemin un peu court, en fait, elle nous dirait, vous pouvez répéter la question, hein, parce que bon, le chemin le plus court, c'est pas ce que ça veut dire. Le chemin le plus court, c'est non, hein, pas du tout. C'est pas du tout son truc. Alors en fait, si elle pourrait peut-être nous répondre, moi je vais là où vont les autres. C'est-à-dire je vais là où ça sent la fourmi, c'est-à-dire les phéromones, et moi-même je répands cette odeur de phéromones. C'est tout. C'est-à-dire un moyen de communication et d'interaction avec le milieu. Ça commence à devenir très intéressant. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, au début, bon, ben, elles prennent ça sent autant la fourmi à droite qu'à gauche, sauf que dans le chemin court, vous voyez, la densité de fourmis sera plus importante que dans le chemin long. Donc ça va sentir la fourmi davantage là que là, hein, sur le chemin de droite. Et donc du coup, au bout d'un temps, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de fourmis quand même, ben, les suivantes elles vont trouver que ça sent plus la fourmi à gauche qu'à droite. Et du coup, après, on a un phénomène d'avalanche, un phénomène ça s'auto-entretient, en fait, le phénomène se renforce, c'est-à-dire que plus il y a de fourmis sur le chemin de droite, plus ça sent la fourmi, et plus ça sent la fourmi, plus il y en a d'autres qui ont envie de venir. Et bien on trouve ça aussi en chimie, en biochimie, hein, les réactions autocatalytiques, on va dire, c'est-à-dire que une réaction qui se produit peut-être difficilement, s'il se trouve que le produit de cette réaction est un catalyseur de la réaction, c'est-à-dire favorise la réaction, et bien après on a un phénomène boule de neige, hein, c'est exponentiel et ça se produit très rapidement. Donc vous voyez que ce n'est finalement ni le hasard, ouais, il y a un peu d'hasard au début c'est vrai, il n'y a pas non plus d'architecte, c'est-à-dire qu'aucune fourmi n'a conscience, ça c'est très important, n'a conscience de ce qu'est un chemin court. Hein, donc c'est la théorie des grands nombres, hein, théorie de la complexité, pour encore vous faire un peu mieux comprendre, par exemple dans votre cerveau, si vous cherchez la conscience derrière un neurone, on a 86 milliards, je crois, de neurones dans un cerveau. Et dans un centimètre cube, par contre, il y a 10 000 milliards de connexions. Donc si vous demandez à un neurone la conscience, vous ne la trouverez pas. Par contre, sur un nombre considérable de connexions, hein, d'interactions, là, vous avez une émergence. Et donc là aussi, ça nous permet de comprendre que la notion d'émergence, qui est très importante pour le vivant, c'est le tout et plus que la somme des parties. Hein, plus que... c'est-à-dire que vous avez des propriétés, une propriété qui émerge de l'ensemble, simplement parce que vous avez plein d'entités qui interagissent. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça, c'est pas propre à notre planète. À l'autre bout de la galaxie, les mêmes théories fonctionnent, les mathématiques fonctionnent de la même manière, hein, les lois de la biochimie fonctionnent, le théorème de Pythagore est valide, etc., etc. Alors bon, quels sont ça, c'est donc très intéressant. Alors après, bon, quels sont les scénarios qui ont permis à la vie d'apparaître? Bon, on a deux gros scénarios, on va dire, deux gros scénarios. Alors bon, le premier, bon, qui a fait une évolution de ce qu'on appelait autrefois la soupe primitive. Hein. Alors c'est-à-dire que bon, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 4 milliards d'années, hein, bon, la vie est apparue, à peu près, tout le monde est d'accord, vers 3 milliards et demi d'années. Ça a dû commencer un petit peu avant, 3 milliards 6, 3 milliards 7. Donc la Terre s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années, et puis bon, elle a été bombardée par tout un tas d'astéroïdes, de comètes, etc. Hein, donc vous voyez, cette image évoque assez bien la situation. Et donc ce que l'on sait, hein, c'est que les astéroïdes, tout ça, les comètes, ont amené beaucoup de molécules organiques. Et on trouve maintenant beaucoup de molécules organiques dans l'espace. Hein. Donc là, on a trouvé dans des nébuleuses... je crois aussi dans la nébuleuse d'Orion, bon, vous voyez un glycoaldéhyde, un sucre, hein, donc chimie organique. Hein, donc chimie organique, c'est-à-dire qu'ils font appel aux 4 atomes, hein, le quartet gagnant, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Hein, vraiment, on est constitué à 99%, voire plus, hein, de ces 4 atomes, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Donc ça laisse penser que bon, les molécules organiques finalement peuvent se former dans l'espace, ont pu être amenées par l'espace. Alors vous voyez là aussi vous avez donc
la comète Churyumov-Gerasimenko, donc, qui a été étudiée, sur laquelle on a lancé une sonde qui s'appelait Rosetta, et qui après a lancé un petit robot qui s'appelait Philae, pour faire des prélèvements, etc. Bon, ça n'a pas marché tout à fait comme ils ont voulu, mais enfin, malgré tout, a quelque chose de malheureux, parce qu'elle a pu faire d'autres, en sautillant sur la comète, elle a pu aussi faire d'autres analyses qui n'étaient pas prévues au programme, mais bon. Donc, elle a découvert des acides aminés, notamment de la glycine, bon, etc. Et puis, dernier exemple, bon, mais par exemple, il y a une météorite connue, célèbre, qui a été trouvée en Australie, une météorite de Murchison, où on a trouvé 14 000 molécules organiques, bon, des acides aminés, etc. Et notamment, tout récemment encore, on a trouvé un sucre, le ribose, qui intervient dans la constitution de l'ARN, acide ribonucléique et ADN, acide désoxyribonucléique qui est le support de l'hérédité. Vous savez, c'est un peu l'ordinateur qu'il y a à l'intérieur de chacune de nos cellules. C'est là qu'est le programme. Bon, l'idée derrière tout ça, c'est que donc des molécules, on peut arriver sur Terre et puis on formait ce qu'on appelle un réplicateur primordial, c'est-à-dire une molécule capable de se reproduire d'elle-même. Et alors, quelle énergie là derrière? Parce qu'il faut de l'énergie pour avoir de la complexité. Les fourmis, il faut qu'elles mangent, sinon elles ne peuvent pas résoudre ce petit problème, sentir là où vont les autres et répondre aux phéromones. Il faut qu'elles mangent, il faut qu'elles aient de l'énergie. Donc là, l'énergie, ce serait les ultraviolets. Alors ça, c'est vrai, enfin, je veux dire, ça a été démontré en laboratoire, les ultraviolets peuvent assembler des molécules. C'est intéressant, effectivement, c'est intéressant. Le problème, c'est que les ultraviolets, c'est à double tranchant. C'est-à-dire ils sont capables du meilleur comme du pire, ils peuvent assembler des molécules, mais ils peuvent les détruire aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que la vie sur la Terre a quitté les océans, qu'à partir du moment où on avait de l'oxygène, donc une couche d'ozone, pour nous protéger des rayons UV qui sont quand même relativement nocifs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette inquiétude sur la disparition de la couche d'ozone, qu'il ne faut pas confondre avec le changement climatique, puisque 25% des Français confondent les deux, c'est pas tout à fait la même chose. Donc l'ozone, c'est ce qui nous protège des UV et qui, eux, cassent notre code génétique, un ADN, et ça provoque des cancers, etc. Donc, bon, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire les UV ont créé la vie et en même temps ils la détruisent. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien et aucune espèce n'utilise les ultraviolets pour créer la vie, etc., pour créer des molécules organiques. On est plutôt à s'en protéger. Ensuite, bon, donc c'est quand même un petit peu problématique. Alors, est-ce qu'on a un autre scénario éventuellement? Bon, ce qu'il faut voir, c'est que si on recherche notre ancêtre commun, dans notre ancêtre commun, on va chercher des caractéristiques qui sont communes à toutes les espèces, justement. L'ancêtre commun, c'est le dénominateur commun. Alors, quand on regarde, quand on fait une analyse génétique de toutes les espèces, on s'aperçoit que depuis la bactérie Tractus des océans jusqu'à l'éléphant, on s'aperçoit que toutes ces espèces donc, ont en commun une bactérie, les caractéristiques d'une bactérie hyperthermophile, c'est-à-dire une bactérie qui vit dans des milieux chauds. Donc on a tout ça dans nos gènes, c'est en mémoire en quelque sorte de cet ancêtre. Alors ça c'est très intéressant, un hyperthermophile. Ensuite, toutes les espèces utilisent non pas les ultraviolets, mais toutes des réactions. Alors, réaction d'oxyde de réduction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on a des molécules qui sont avec des liaisons où il y a des électrons à haute énergie, et puis ces électrons, on va essayer de les faire tomber pour récupérer l'énergie. Et en bas, il y a ce qu'on appelle un accepteur d'électrons. Donc l'oxygène aime faire ça, récupérer les électrons. L'oxygène est très friand en électrons. Bon, au départ, l'oxygène n'existait pas puisqu'il a été créé par les espèces, les algues, enfin les espèces de cyanobactéries dans les océans, qui ont créé l'oxygène. Au départ, il n'y en avait pas. Mais il y a d'autres molécules qui aiment bien récupérer des électrons. Donc c'est un peu comme si vous voulez une chute d'eau. Vous savez, vous avez de l'eau en altitude. En bas, vous avez une centrale et vous allez, par la chute, vous allez récupérer de l'énergie. Et là, c'est au niveau électronique, c'est des électrons à haute énergie et on va les faire tomber et en tombant, on va récupérer leur énergie au passage. Et toutes les espèces font ça, toutes. Donc il faudrait trouver quelque chose, un hyperthermophile utilisant des réactions d'oxyde de réduction avec de l'eau, etc. Et bien finalement, il se trouve qu'on a peut-être trouvé dans les failles, dans les dorsales océaniques, on a du volcanisme, c'est là où les plaques tectoniques se rencontrent, et là bon, vous avez du volcanisme. Et donc,
alors il y a eu, on a découvert plusieurs types de ces évents hydrothermaux. Hein, vous voyez, ce sont des structures là, de calcium qui font jusqu'à 60 mètres de hauteur et qui vont être susceptibles d'abriter la vie. Hein. Donc, alors il y a, vous voyez une coupe là, de la dorsale, là on est, alors il y a ce qu'on appelle les fumeurs noirs et les fumeurs blancs. Alors les fumeurs noirs ont été les premiers candidats où éventuellement des extrémophiles, des bactéries hyperthermophiles avaient pu naître, c'est-à-dire où les premières briques du vivant avaient pu s'assembler. Bon là le problème c'est que c'est assez instable, la température est très élevée, bon, les réactions chimiques ne marchent pas très bien. Mais par contre on en a trouvé, il y a un Américain qui a eu l'idée de chercher un petit peu ailleurs, et on a trouvé des fumeurs blancs qui sont beaucoup plus calmes, la température est plus faible. Et là, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction très intéressante, c'est-à-dire que vous avez l'eau, alors qui à l'époque était acide, hein, il y avait beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère il y a 3 milliards d'années. Donc des océans acides, même si aujourd'hui on est en train de réacidifier les océans à cause justement des émissions de gaz à effet de serre, du CO2, hein, ce qui pose des problèmes pour plein d'espèces, hein, de crustacés, etc. Bon, et donc là, bon, ben, vous avez l'eau de mer qui s'infiltre dans les failles et qui va rencontrer une minérale qui est très répandue sur Terre, et y compris maintenant on le sait dans l'espace. Hein, on a maintenant des spectres d'eau olivine, c'est très répandu. Et donc l'eau, en s'infiltrant, il va y avoir un processus de transformation, c'est-à-dire l'eau olivine va se transformer en une roche de la serpentinite, hein, ça représente une espèce de marbre vert. Alors, apparemment, à la Maison Blanche, il y a tout un pan de mur qui est recouvert de ce marbre vert, là, ce qu'on appelle la serpentinite. Donc une roche alcaline très basique et qui va émettre donc de l'hydrogène et du méthane. Et donc cet hydrogène, ce méthane, donc en milieu basique, va rencontrer le CO2 en milieu acide, et là on sait qu'il y a des réactions chimiques qui vont se produire. Et donc là, eh bien, il y a ces fameuses réactions d'oxydoréduction, d'échange d'électrons, hein, à haute énergie, et donc là, eh bien, il y a des molécules qui vont pouvoir commencer à s'assembler, donc des molécules organiques qui vont se créer, donc ce qu'on appelle un métabolisme primordial, c'est-à-dire parce que la nature, hein, avant de se reproduire, il faut qu'elle vive, et vivre, c'est soutirer de l'énergie et de la matière du milieu extérieur. Hein, et donc là, c'est ce qui se passe, on a de l'énergie, un flux d'énergie et de matières premières qui vient des entrailles, et on a ici un accepteur d'électrons, et donc ça fait un peu comme une batterie. Et dans nos cellules, on a aussi ce mécanisme. Et là, des catalyseurs, sulfure de fer et de nickel, pour faciliter les réactions, pour transporter les électrons, un peu comme un fil conducteur, eh bien vous avez ça dans vos cellules. En mémoire, vous avez aussi du sulfure de fer au niveau des mitochondries pour transporter les électrons et transporter l'énergie. Donc on retrouve là aussi la mémoire des évents hydrothermaux, encore une fois. Et on a aussi un gîte, on a en quelque sorte le gîte couvert, puisque dans ces structures, hein, vous voyez qu'ils sont très poreuses, eh bien, les molécules peuvent s'accumuler, peuvent s'accumuler, polymériser, etc. Donc elles sont bien à l'abri, hein, et ce n'est pas répandu dans les océans comme dans la première théorie où là tout est mélangé, tout fait carnaval ensemble, les déchets, les produits, les réactions, etc. Là il y a une séparation nette entre l'intérieur et l'extérieur. Ça c'est fondamental. Donc on a une cellule géochimique en quelque sorte qui a été un tremplin pour ensuite une cellule biochimique et non plus géochimique. Donc ça c'est quand même très intéressant. Voilà, alors donc c'est pas qu'une vue de l'esprit, hein, la NASA tout récemment, hein, quand j'ai fait ma conférence à 2 ans, je m'étais intéressé à ces évents hydrothermaux, j'ai trouvé ça absolument passionnant, et il y avait déjà des travaux à réaliser, il y a beaucoup de travaux, y compris en France, même si au départ c'est les Américains puis les Britanniques, bon, maintenant les Français s'y sont mis. Donc à la NASA, ils ont recréé ces évents hydrothermaux en miniature, et on a bien des molécules organiques qui sont créées, formate, acétate, pyruvate, aminoacides, acides aminés, etc. Donc ça peut être recréé, et il se trouve que l'an dernier, l'Institut de géophysique de Paris a envoyé aussi un robot autour de Lost City, là, cet évent, ce fumeur blanc donc, sur la faille médio-atlantique. Et là, ils ont trouvé un acide aminé qui a été fabriqué par les vents hydrothermales et qui n'est pas le fruit d'une réaction biologique. C'est-à-dire l'acide aminé qui a été trouvé, il est estampillé en quelque sorte, on sait qu'il est bien d'origine géochimique, donc les évents hydrothermaux sont bien en capacité de créer des molécules organiques et de plus en plus complexes dans un milieu qui est protégé
et qui expliquerait pourquoi dans nos cellules on retrouve aussi les gènes des hyperthermophiles, hein, puisque là on est quand même à des températures élevées, 70 degrés, 80 degrés, etc. Alors donc, voilà donc ce que je voulais dire, hein, et donc ça, bon, ben, si ça confirme, enfin là, cette théorie de vol de succès en succès, ça veut dire que la vie pourrait apparaître très rapidement. Il n'y a pas besoin d'attendre que... parce que le soleil n'était pas très sympa au début, hein, je parlais des ultraviolets, plus d'autres saloperies qu'il peut nous envoyer, hein, donc l'atmosphère, l'oxygène, tout ça, un peu bloqué, tout ça, mais je veux dire, donc ça a permis dans les océans à la vie de démarrer très tôt, et vous verrez, je vous parlais d'Encelade tout à l'heure, où on a peut-être des événements hydrothermaux. Alors aussi, autre aspect intéressant, hein, bon, la vie a conquis tous les milieux, donc ça a élargi le champ des possibles. Avant, il y a 40 ans, c'était assez restrictif, maintenant ça s'est beaucoup développé. Donc on trouve des champignons, des biofilms qui poussent dans des milieux volcaniques ou très acides. Bon, alors j'ai parlé des hyperthermophiles, hein, bien sûr, qui vivent près des événements hydrothermaux. Là, vous voyez un fumeur noir, justement, qui crache le sulfure de fer. 113 degrés, et puis voilà, bon, celui-là c'est un dur à cuire, hein, Deinococcus radiodurans, il est radiorésistant, il résiste 5000 fois la dose mortelle pour un humain, hein, de rayons de radioactivité, hein, résiste aux UV, aux radiations ionisantes, au peroxyde d'hydrogène, au vide, à l'acide de température extrême, au dessèchement, au froid et à la famine. Bref, Alien n'a plus qu'à aller se rhabiller, et donc ils ont trouvé ces Deinococcus radiodurans, par exemple, on le trouve à l'aigle dans les conduites centrales nucléaires, hein, ils sont bien, ils sont chauds, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, bon, ça montre que là aussi, les limites de la vie ont été beaucoup repoussées, et ce qui a donc relancé l'intérêt pour Mars notamment, qui est considéré comme milieu extrême, mais bon, finalement on sait qu'il y a des bactéries extrémophiles qui pourraient vivre sur Mars, hein, qui vivent sur Terre et qui pourraient vivre sur Mars. Voilà, donc si on résume un peu cette partie, donc qu'est-ce qu'il y a vraiment, quels sont les éléments fondamentaux qui ont permis à la vie d'éclore sur la Terre? Donc, bon, ben, un liquide, l'eau, bon, alors ça, bon, les biologistes sont tous d'accord, il faut de l'eau parce que c'est un solvant et c'est ce qui permet la mobilité des molécules. Hein. Le problème dans un gaz, c'est que les molécules sont trop dispersées, elles ont trop de vitesse, et pour se rencontrer, c'est difficile. Dans les roches, au contraire, là, elles ne peuvent pas bouger, rien ne se passe, alors que pas grand-chose. Par contre, dans l'eau, c'est la mobilité, ni trop peu. Hein, vous voyez, c'est intermédiaire. Et puis c'est un solvant, et puis les réactions d'oxydoréduction ont lieu la plupart du temps en milieu aqueux. Donc, alors l'eau est assez répandue dans l'univers. Hein, l'eau a été apportée sur Terre, on pense, par les comètes, les astéroïdes. Bon, le débat n'est pas encore tranché, bon, certains disent que c'est plutôt les comètes. Mais enfin, bon, l'eau en tant qu'H2O, en tant que glace ou vapeur, bon, elle existe dans l'univers, enfin dans notre système solaire, c'est assez répandu. Alors bien sûr, il n'y a que sur Terre qu'on a de l'eau à l'état liquide en surface. La plupart du temps, c'est soit de la glace, soit de la vapeur. Enfin, l'eau en tant qu'H2O, au moins, c'est répandu. Hein. Là, il n'y a pas trop de problème. Alors l'autre élément, bon, ben, c'est donc un gaz, le CO2. Alors le CO2, ben, parce que finalement, bon, c'est un gaz à effet de serre. Bon, là encore, il n'en faut pas trop. Bon, à l'époque, il y en avait beaucoup, hein, beaucoup. Je crois que c'était 70% de CO2. C'est une atmosphère très très chargée en CO2, d'où l'acidité des océans, mais qui ont été intéressantes pour la vie. C'était intéressant parce que le soleil était assez palichon, il y a 4 milliards d'années, il était plus pâle qu'aujourd'hui, moins puissant, et donc peut-être que la Terre se serait refroidie, ça n'avait pas eu tout le CO2, donc là ça a été notre allié, le CO2, et puis aussi un grand pourvoyeur de molécules de carbone, un grand pourvoyeur, comme une espèce de gigantesque Lego, un garde-manger, il n'y a plus qu'à se servir, grâce à l'atmosphère. Donc le CO2, là aussi, très présent, présent sur Vénus, présent sur Mars, un truc assez banal, qui a été amené par les volcans, hein, et donc qui participe au cycle du carbone, hein, puisque bon, quand les plantes poussent, etc., soutirent, les coquillages se forment, soutirent du CO2, à un moment donné, en théorie, il n'y en a plus. Hein, donc après, ça s'arrête. Heureusement, tout ce CO2 qui est piégé dans les sédiments, dans les roches, etc., après, il est réinjecté dans l'atmosphère grâce au volcanisme. Alors, donc c'est un cycle qui dure des millions d'années, ça ne se fait pas en quelques jours, c'est un cycle très long. Et donc, il faut, si on cherche des planètes, il faut des planètes extrasolaires qui soient, où il y ait un mécanisme tectonique des plaques, du volcanisme. Donc il ne faut pas des planètes trop grosses,
Si c'est trop grosse, bon, les continents ils vont être plaqués par la gravitation et peut-être que le mouvement des plaques sera plus difficile, peut-être moins de volcanisme. Donc bon, il faut un truc là aussi, et ni trop ni trop peu, hein, c'est toujours pareil. Voilà, et ensuite, un autre élément, le solide des roches qui ont amené, bon, bien sûr, d'autres éléments. J'ai parlé du soufre, du fer, le phosphore, qui est le vecteur énergétique numéro 1 pour tous les êtres vivants. Bon, là, il en faut des petites quantités, mais il en faut quand même. Donc, il peut être rocheuse, il peut être gazeuse. Bon, on peut imaginer le scénario, mais c'est compliqué. Donc voilà, un liquide, un solide, un gaz. Donc, bon, mais rien quand même de foncièrement extraordinaire. Voilà, alors donc, si on s'intéresse maintenant à ce qui est la vie, aux recherches qu'on peut mener dans notre système solaire, donc je vais vous parler de Mars. Alors Mars, vous savez que ça fait gamberger les gens au 19e siècle. Hein. Alors ça a commencé avec l'ingénieur Chiaparini qui avait cru voir des... Alors, au départ, il a dit les chenaux. Mais en italien, ça fait canali. Ça a été repris par la presse, les canali sont transformés en canaux. Donc des structures artificielles. Donc là, ça a commencé à discuter dur. Et puis, il y a un Américain, un riche Américain, astro-américain, qui lui a emboîté le pas, hein, et qui a cru voir, qui a pensé voir aussi des canaux. Donc, vous voyez, l'Humatomon, là, avec des canaux martiens. Alors certains se sont dit, ils ont peut-être des problèmes avec l'eau et ils vont peut-être finir, quand ils n'auront plus, ils vont venir chez nous, ils vont nous envahir. Alors ça a beaucoup inspiré H.G. Wells, vous savez, le romancier de science-fiction, avec la guerre des mondes, etc. Alors bon, effectivement, ils se sont un petit peu emballés. Voilà les dessins qui avaient pu être faits par Chiaparelli, avec les instruments d'époque, et puis après, les premières photographies à Paris-Meudon, hein, vous voyez la différence. Bon, ils sont allés un petit peu loin, un peu vite en besogne. Bon, mais par contre, alors moi je voudrais quand même leur rendre hommage à ces gens-là, ces pionniers. Oui, j'en profite pour dire, par exemple, Camille Flammarion s'était passionné pour la vie extraterrestre et notamment pour les canaux martiens. Bon, je me suis trompé, mais bon, c'est comme ça. Et donc, je voudrais leur rendre hommage, puisque bon, on sait que Mars a connu un passé humide. Elle était chaude et humide il y a 3,5 milliards, 4 milliards d'années. Donc, et on sait qu'il y a des fleuves qui ont coulé sur Mars, hein, donc pas des canaux effectivement, mais il y a eu. Donc bon, c'est quand même intéressant. Je vous propose donc un petit survol de Mars autour d'un fleuve de 600 km de long qui a été actif donc il y a 3,6 milliards d'années. Alors vous allez voir, il y a des parties blanches, ce n'est pas de la glace d'eau ni de CO2, hein, ce sont des roches, des phyllosilicates, mais qui se forment par l'action de l'eau, hein, exactement comme les argiles. Hein. Donc les Français ont été les premiers, je crois, à trouver des argiles sur Mars, qui montrent bien qu'il y a eu une activité de l'eau sur Mars. Donc on va y aller. Je ne sais pas si vous entendez bien. Voilà, de l'Agence spatiale européenne, à partir des photos de Mars Express, qui a été reconstitué en 3 dimensions. Partie blanche avec le phyllosilicate qui trahit la présence d'eau dans le passé. Donc là on voit le lit du fleuve, vous allez voir surtout à la fin, ça on voit un petit peu mieux l'ancien lit du fleuve qui faisait donc 600 km de long.
là, à partir des images que l'on a de Mars, si on essaye de remonter en temps, hein, donc on voit qu'elle a été chaude et humide. Hein. Donc ça c'est très intéressant parce que la vie est peut-être apparue sur Mars à cette époque-là, comme elle est apparue sur Terre, et il y a peut-être des restes, hein, peut-être des fossiles, ou peut-être même qu'il y a des bactéries qui ont fini par se sauver, à s'adapter à des conditions changeantes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maintenant elle est froide et sèche, donc qu'est-ce qui s'est passé hein, même, donc maintenant il y a en surface, il y a des perchlorates et peroxydes d'hydrogène hein, qui sont de puissants oxydants et bactéricides. Hein, donc c'est-à-dire elle a perdu son atmosphère. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Mars a perdu son atmosphère? Parce que c'est une planète déjà qui fait un tiers de la taille de la Terre et donc qui est plus petite et la gravité est un peu moins importante, l'atmosphère déjà a tendance à moins bien tenir, mais c'est surtout le rapport surface-volume est moins favorable que la Terre, donc les petites planètes, c'est le problème, se refroidissent plus vite. Et donc leur cœur chaud, hein, leur noyau métallique se refroidit plus vite. Et donc du coup les courants de convection qui alimentent le champ magnétique, il a beaucoup décru, il a perdu son champ magnétique, et donc son bouclier, hein, c'est un bouclier magnétique qui à la Terre en l'occurrence nous permet de nous protéger des rayons ce qu'on appelle le vent solaire, hein, c'est-à-dire c'est des particules chargées de protons et électrons qui sont bombardées à 800 km par seconde et elles sont déviées grâce au champ magnétique. Alors là, ce n'est pas le cas pour Mars, et donc du coup, l'atmosphère s'est érodée, elle a perdu son atmosphère, donc du coup, après, l'eau bout à 100 degrés. Donc, vous savez, l'eau bout à 0 degrés, pratiquement. Ben, vous savez, on dit l'eau bout à 100 degrés, mais c'est la pression atmosphérique. Si vous montez sous le Mont Blanc, je crois que c'est 80 degrés, etc. Donc plus vous montez, moins il y a d'atmosphère, et plus l'eau bout facilement. Et donc sur Mars, dès que vous avez de la glace, l'eau, avec les rayons du soleil, tac, ça se sublime en gaz. Bon, il n'y a pas d'état intermédiaire. On passe directement du solide au gaz sans passer par l'état liquide. Donc, c'est le problème de Mars, mais peut-être qu'en sous-sol ou des choses comme ça, il pourrait rester quelque chose. Alors, une mission là, qui a beaucoup qui a fait parler d'elle, donc Curiosity, qui est toujours en service d'ailleurs. Donc ce qu'ils ont, c'est plus un minéralogiste, un géologue, on va dire, qu'un biologiste, hein, même s'il est équipé pour trouver des molécules organiques, contrairement au projet Viking. Hein. Il y avait Viking en 1976, là il y avait vraiment des outils pour essayer de détecter un métabolisme, véritablement, des échanges d'énergie, etc. Là, ce n'est pas le cas. Mais donc la conclusion, ça a été de montrer que des conditions favorables à la vie ont existé dans le passé. Hein, donc, des molécules. Alors donc, en juin 2018, donc, dans un lieu, dans des argiles, je crois, oui, c'est ça. Après un petit forage, il a une petite perceuse, et donc ils ont fini par découvrir des molécules organiques qu'on ne trouvait pas. Parce que bon, en surface, elles sont de suite détruites par les rayons cosmiques, les UV, les perchlorates, etc. Enfin, c'est l'horreur, donc c'est tout détruit. Mais là, en grattant, ils ont fini par trouver des molécules organiques. Mais donc le problème, c'est qu'on ne sait pas, ces molécules organiques, quelles sont leurs origines. Est-ce que c'est des molécules qui ont été apportées justement par des astéroïdes, des comètes, hein, j'en ai parlé, parce que c'est la théorie, une des théories pour expliquer l'émergence du vivant. Ou est-ce que c'est des molécules qui ont été créées par du vivant éventuellement dans le passé? Enfin, c'est un mystère, on ne sait pas trop encore savoir quelle est l'origine. Et puis, régulièrement, Curiosity détecte des émanations de méthane. Alors là aussi, c'est problématique, hein, c'est un peu problématique parce que on ne sait pas. Il y a plusieurs théories pour expliquer ce méthane. C'est la diapositive suivante, voilà. Sur Terre, 90%, je crois à peu près, sont fabriqués par des bactéries, un peu comme dans les vaches, là, avec Fondero et qui émettent du méthane. Bon, donc, ils sont fabriqués par des microbes, par des bactéries. Alors, c'est une possibilité, s'il y a de la vie dans le sous-sol, peut-être, hein, de Mars éventuellement.
mais ça peut être aussi cette fameuse processus de serpentilisation, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, l'olivine avec l'eau qui réagit pour donner de l'hydrogène ou du méthane. Alors donc ça c'est une possibilité, mais ça serait intéressant, ça pourrait être intéressant. Bon, ça peut être aussi des molécules organiques amenées par des météorites et puis qui après réagissent avec les UV qui sont très... puisqu'il n'y a pas d'atmosphère pour protéger, et puis après se dispersent dans l'atmosphère, ou alors il y a quelque chose qui les recycle. En fait, c'est un peu mystérieux parce qu'il y a des variations saisonnières aussi. Donc, bon, on a émis aussi l'hypothèse que ce méthane pouvait être émis par un véhicule humain, parce qu'il y a des produits chimiques qui étaient embarqués, qui auraient une réaction qui se produirait. Alors bon, là, c'est beaucoup moins intéressant si c'est Curiosity lui-même, le véhicule qui produit ce méthane. C'est moins excitant. Donc, l'émission, alors oui, donc le méthane, on a vu, bon, Curiosity a montré qu'il y a bien de l'eau qui a coulé sur Mars, qu'il y a eu une géologie favorable à la vie, etc. Et on a découvert, donc là c'est Mars Express, c'est un satellite, ça c'est européen. Donc là on a découvert un océan sous-glaciaire de 20 km de long, 1,5 km de profondeur. Et donc à ces profondeurs-là, compte tenu de la pression, enfin compte tenu de la gravité, compte tenu des températures, on sait que c'est de l'eau liquide, donc si elle est liquide à moins 70 degrés, donc c'est une eau qui serait très chargée en sel. Ça on le sait, il y a beaucoup de... c'est pas du sel de cuisine, mais en fait c'est des sels de différents éléments, mais qui ont le même effet, hein, qui jouent le rôle un peu d'antigène. Alors ça a aussi excité la curiosité parce que bon, on sait qu'il y a des extrémophiles sur Terre qui pourraient vivre dans ces milieux. Donc là aussi ça relance un peu le débat avec le méthane, ça excite la curiosité. Alors donc après, bon, on a là un futur projet vraiment très intéressant qui est ExoMars, donc européen. Bon, c'est un peu Curiosity, c'est un peu le même principe, mais là la différence c'est qu'il va forer, non pas quelques centimètres de profond, hein, mais il a une foreuse qui va descendre à 2 mètres. Donc là peut-être que on pourrait peut-être trouver des bactéries qui ont trouvé refuge, ou peut-être dans des structures, des épices macroscopiques laissées par des bactéries autrefois, hein, dans le passé. Non pas des bactéries fossilisées, mais des vestiges laissés un peu comme ce qu'on appelle les stromatolites, comme souvent encore en Australie, hein, qui sont des édifices laissés par des champignons de pierre, laissés par des bactéries. L'autre intérêt, ce qui est intéressant aussi dans ce projet, qui est une première, c'est la capacité à mesurer la chiralité des molécules. C'est-à-dire que les molécules organiques, elles existent sous deux formes, qui sont symétriques dans un miroir, hein, la forme gauche, la forme droite. Exactement comme ma main gauche et l'image de ma main droite dans un miroir. C'est même, elles ne sont pas superposables, mais elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc on a la même chose dans la chimie organique. Alors il se trouve que quand on a des réactions chimiques banales, bon, ben, on trouve autant de forme droite que de forme gauche. Par contre, quand c'est du vivant, quand le vivant choisit la forme gauche, il l'a choisi, il s'y tient. Il ne change pas. Hein, donc nous, on est toujours avec la forme gauche. Et d'ailleurs, quand on essaye de... Quand en médecine, on met des formes. Enfin, il y a eu la thalidomide, hein, vous savez, l'enfant qui naissait sans bras. C'était parce qu'il y avait des formes droites que la nature n'utilisait pas. Donc c'était une catastrophe. Et donc, dans un médicament comme le pharmaceutique, et donc bon, alors c'est typique du vivant. Et donc ce robot, c'est une première, sera équipé pour essayer de détecter la chiralité des molécules. Donc s'il y a un excédent de forme gauche ou de forme droite, là on pourra dire, ah tiens, c'est peut-être pas de la chimie pure, c'est peut-être du vivant, de la biologie. Donc juste un petit film, c'est pour l'an prochain, normalement si tout va bien. À l'ESA, je crois que bon, c'est pas du souci, ils ont eu des problèmes avec le parachute notamment. Donc les Américains apparemment leur ont expliqué, donné quelques astuces, parce que les Américains ont beaucoup plus d'expérience que nous pour poser c'est la première fois qu'on pose une sonde. D'ailleurs, la première sonde qui a Schiaparelli s'est crachée pour des raisons informatiques.
donc la fameuse foreuse, jusqu'à 2 mètres de profond. Hein. Ça c'est une première, et peut-être, souhaitons que ça fonctionne, souhaitons que tout se passe bien, parce que là, l'Europe n'a pas l'expérience des Américains, sinon ils s'en foutent. Donc là, après, il y a toute une instrumentation qui va analyser le sol, etc., pour voir s'il y a des molécules organiques. Donc il y a des spectromètres de masse pour pouvoir peser un peu toutes ces molécules et savoir où elles sont, etc. Et notamment essayer de trouver une certaine chiralité, mesurer la chiralité. Donc je termine ce petit tour d'horizon sur le système solaire. Je vous parle vite fait d'Encelade. Alors Encelade, ça m'intéresse aussi parce que Encelade, donc c'est un satellite de Saturne, un tout petit satellite. Donc il se trouve qu'il y a eu la mission Cassini, hein, qui a duré pendant 20 ans, là, qui a observé Saturne, qui a fait tout un tas de photographies, mesures, etc. Alors sur Encelade, bon, on a trouvé il y a des geysers de vapeur, hein, de vapeur d'eau, et donc parce que il y a un océan sous-glaciaire. Vous voyez une croûte là je crois qu'il fait 20 km d'épaisseur à peu près, et il y a de la chaleur qui émane de ce satellite, hein, parce que à cause, entre autres, bon, il y a peut-être un peu de la radioactivité comme il y a au centre de la Terre, mais il y a aussi l'effet de marée, hein, c'est-à-dire que cette planète elle est mal axée par les forces de marée de la part de Saturne, hein, donc, qui alimente de la géothermie, et donc la NASA soupçonne. Alors ils ont détecté dans ces vapeurs d'eau, dans ces geysers, des molécules organiques, ce qui pourrait trahir la présence de ces fameux évents hydrothermaux dont je vous ai déjà parlé, hein, qui pourraient être à l'origine du vivant sur Terre et d'autres planètes comme Encelade, éventuellement. Donc ces molécules organiques, on va essayer d'aller encore plus les... Alors donc, bon, il y a, donc vous voyez, des recherches à venir, Alors bon, je vais vous parler maintenant un peu des exoplanètes, hein, puisque bon, là c'est une grande révolution à présent. Alors les exoplanètes, bon là il y a un échantillon de 200 planètes, bon, on en est à 4000 maintenant qui ont été découvertes. Bon alors ces planètes on ne peut pas les voir, là ce sont des rendus d'artistes à partir de ce qu'on suppose par rapport à leur taille, etc. Et donc, alors bon, voilà, la Terre on est là, et là on a des petites planètes, on doit trouver quelque part Mars, Vénus, etc. Donc là vous voyez on a des planètes des petites planètes rocheuses très, très chaudes, hein, et là au contraire des grosses planètes gazeuses plutôt froides. Alors cette photo, je voudrais dédier à un homme religieux, hein, qui est Giordano Bruno, un moine dominicain qui au XVIe siècle s'est exprimé sur la pluralité des mondes, hein, qui était donc l'infini vers les mondes, et il avait écrit, donc il est donc des nombres soleils, et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar de ces 7 terres que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche. Alors bon, cet homme, il était en plus il était en bisbille avec l'Église sur d'autres sujets, mais bon là, ça a été un peu peut-être la coupe qui a fait déborder le vase, et bon, ils ont préféré s'en débarrasser en le brûlant en place publique. Bon, sans doute pour exprimer la bonté divine, sans doute. Et donc, voilà, donc c'était un pionnier, hein, un avant-gardiste, donc c'était un petit peu avant Galilée. Donc il avait compris beaucoup de choses, que les étoiles c'était d'autres soleils et qu'il devait y avoir des planètes et tout. Alors donc comment on découvre ces planètes un petit peu aujourd'hui? Donc les pionniers, hein, qui ont eu le prix Nobel cette année, hein, Didier Queloz et Michel Mayor des Suisses, qui travaillaient à l'Observatoire de Haute-Provence, hein, donc c'est près de Manosque, pas Manosque par là, hein, c'est à Saint-Michel Observatoire. Bon, on s'y est trouvé, ma femme, après les vacances de Pâques, là, donc, et vous voyez, il y a une plaque commémorative en 1995 sur le télescope de 187
93, donc 1m93 équipé du spectrographe Elodie, Michel Mayor et Dick Kellos découvraient la première planète extrastellaire, c'est Quantum Tegasi B, autour d'une étoile autre que le Soleil. Alors bon, c'est assez marrant parce que c'est un observatoire bien sûr qui est un peu désuet, mais qu'ils ont, qu'ils ont boosté, on va dire, avec des caméras à haute définition, enfin des capteurs CCD, etc., très, très performants. Et il s'est trouvé que, bon, par hasard, ils ont été les premiers à s'intéresser aux premières mesures, c'est-à-dire que on pensait que les planètes qu'on avait découvertes auraient des orbites des périodes de révolution comparables à ce qu'on a sur Terre, d'un an, enfin des choses comme ça. Alors que là, ils ont découvert une planète de quelques jours, hein, qui orbitait très près de son étoile. Donc ils ont regardé ces données avant tout le monde. C'est-à-dire c'est un peu un coup de bol en quelque sorte. Mais bon, leur instrument était quand même très précis. Alors aujourd'hui, bon maintenant, bien sûr, on a un moyen plus. Enfin, l'Observatoire de Haute-Provence a encore découvert l'an dernier une planète à 8 années, une super-Terre à 8 années-lumière de la nôtre. Hein. Donc il reste quand même un peu dans la course. Alors bon, celui qui a vraiment moissonné le ciel, c'est Kepler, hein, Kepler, un satellite américain, vous voyez, qui a mesuré, qui a détecté des planètes en fait dans un cône. Hein. Le but, c'était pas de balayer, c'était d'observer pendant plusieurs années une région bien précise du ciel, jusqu'à 3000 années-lumière. Donc lui, il a découvert jusqu'à 2300, hein, donc là, vraiment, ça a été énorme. Toutes ces exoplanètes qui ont été découvertes. Et puis, bon, maintenant, il y a son remplaçant, il est parti à la retraite. Il y a son remplaçant qui est TESS, hein, un télescope. Je me souviens plus. C'est Transiting. C'est par la méthode des transits, encore une fois. Hein, c'est-à-dire, alors là, lui, il va balayer tout le ciel, hein, à 360 degrés, comme une sphère. Hein, il va quadriller une sphère. Mais lui, il ira qu'à 200 années-lumière. Donc là, c'est de détecter des planètes avec des étoiles quand même un peu plus brillantes. Mais c'est-à-dire où en théorie, c'est un petit peu plus difficile de voir les exoplanètes. Et donc la méthode, c'est la méthode des transits, hein, là on peut faire aussi bien pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire que quand une planète, puisqu'on ne peut pas voir directement ces exoplanètes, parce que quand, c'est un peu comme si on veut voir une petite luciole dans les phares d'une voiture, hein, c'est l'image qu'on donne. C'est-à-dire vous êtes complètement ébloui par le phare des voitures et la petite luciole qui essaye d'émettre un peu de lumière, vous la voyez pas, elle est noyée dans le bruit de fond. Et donc là, ce qui se passe, c'est que bon, quand une planète passe devant son étoile, alors il faut que les systèmes soient vus de profil. Hein. C'est-à-dire il faut que la planète elle tourne comme ça autour de l'étoile. Si elle tourne comme ça, bien sûr, ça ne marche pas, on utilise d'autres techniques. Mais donc, quand la planète passe devant l'étoile, il y a un petit affaiblissement de lumière. Donc, quand elle est entre l'étoile et le télescope, il y a un petit affaiblissement de lumière et ça provoque qu'on peut mesurer. Donc, récemment, le 11 novembre, par exemple, il y avait un transit de Mercure. Mercure est passé devant le Soleil. Alors, bon, là, l'affaiblissement est infinitésimal. Mais bon, voilà, c'est le principe. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on a trouvé, hein, alors, bon, vous voyez, il y a un classement en 4 catégories. Hein, les premières qu'on a découvertes, ce sont des géantes gazeuses. Sur les 4000 qu'on a découvertes, on a trouvé 1282 hein, qui ont un rayon supérieur à 6 fois le rayon terrestre. Alors là, bon, on a les Jupiter chauds, hein, c'est ce qu'a découvert Michel Mayor en Provence, là. Donc des Jupiters qui gravitent très près de leur étoile, et donc c'est assez facile de détecter un affaiblissement de la luminosité des étoiles, parce qu'elles sont grosses, justement. Et puis il y a des Jupiters froids, hein, donc des grosses plus froides. Puis vous voyez, alors après on descend, donc là ça veut dire on a des planètes dont la densité augmente. Au fur et à mesure qu'on descend comme ça, la densité augmente. Donc là ça s'appelle les mondes mondes océaniques ou mondes géants de glace comme Neptune, inférieur à 6 fois le rayon terrestre. Donc là encore en 1373. Donc on a découvert beaucoup de grosses planètes au début parce que c'est les plus faciles à détecter. Voilà.
Bon, après on descend, donc là on a des planètes rocheuses, très chaudes, les mondes de lave qui ne vont pas beaucoup nous intéresser pour la vie. Et puis des planètes rocheuses, bon là, plus classiques, jusqu'à 2 fois le rayon terrestre. Alors ce qu'on sait maintenant avec toutes les techniques utilisées, c'est que ces mondes, ces planètes rocheuses de la taille comparable à la Terre, c'est très courant dans l'univers. En fait, les Jupiter chauds, même si on a découvert beaucoup parce que c'est plus facile à détecter, c'est plus rare. Et à la limite, c'est tant mieux parce que quand on a un système planétaire aérien d'un Jupiter chaud, il met un peu la pagaille. Et c'est OBX là qui envoie baldinguer les planètes qui sont autour, donc on aurait des orbites assez instables. Donc c'est plutôt bienvenu qu'elles ne soient pas très répandues. Et par contre, les planètes rocheuses, comme la Terre ou un peu plus grosses, sont très répandues. Alors, maintenant, on commence à essayer de resserrer les taux. Hein. On a vu, les grosses planètes, c'est pas très intéressant. On se focalise sur les planètes rocheuses. Et donc, on a commencé à définir, à s'intéresser à certains types d'étoiles. C'est-à-dire les étoiles qui sont, dont la durée de vie est suffisante pour que la vie ait le temps de se développer. Vous voyez les planètes de type AF qui sont beaucoup plus lumineuses que notre Soleil. Notre Soleil est là. Elles sont moins fréquentes déjà dans l'univers et elles durent moins longtemps. Vous voyez, 1,9 milliard à 3 milliards de durée de vie. La vie a mis 4 milliards d'années pour développer sur la Terre. Bon, par contre, là, notre Soleil, de 8 à 12 milliards, donc c'est 6% de la galaxie. Après, on a les cas donc là, qui sont un peu plus faibles, un peu moins puissantes, mais qui durent encore plus longtemps, 22 à 45 milliards. Puis alors, on a les naines rouges. Les naines rouges, alors là, elles peuvent durer très longtemps, c'est un feu doux en quelque sorte, et alors là, c'est 67% de la galaxie. Alors, on s'intéresse maintenant au positionnement des planètes par rapport à leur étoile. Et on a défini ce qu'on appelle une zone habitable. Une zone habitable, c'est-à-dire que si on prend une planète comme la Terre, avec une atmosphère, on la place autour d'une étoile de type K, plus faible, il faudra qu'elle soit plus près pour que l'eau soit à l'état liquide. C'est ça le critère. C'est-à-dire, vous voyez la Terre, si on l'éloigne un peu trop, ça va se transformer en glace, l'eau va se transformer en glace, on n'aura plus assez d'énergie. Si on la rapproche de Vénus, ça va se transformer en vapeur, donc là, c'est pas intéressant. Donc c'est ça la zone habitable, c'est une planète comme la Terre avec une atmosphère. Il faut qu'elle soit placée à une certaine distance pour qu'elle soit considérée comme habitable, c'est-à-dire où de l'eau liquide peut rester à sa surface. J'ai parlé de Mars, Mars est presque en zone habitable, mais comme elle a perdu son atmosphère, toute l'eau liquide a disparu. Les océans se sont évaporés, etc. Alors on estime que que 22% des étoiles GK, un peu comme notre Soleil, 22% auraient une planète de taille comparable à la Terre en zone habitable. Donc on pourrait avoir jusqu'à 5 à 10 milliards d'exoplanètes d'une taille comparable à la Terre en zone habitable. Alors si on intègre aussi les naines rouges, là ça monte à, je crois, 40 ou 50 milliards. 50 milliards. Alors le problème des naines rouges, je vais illustrer mon propos. Le problème des naines rouges, c'est que, alors c'est vrai, elles sont très présentes c'est la majorité des étoiles dans notre galaxie et dans les autres galaxies aussi. Le problème des naines rouges, c'est que il faut être très près pour avoir de l'énergie, suffisamment d'énergie. Et le problème, c'est qu'après, il y a un effet de marée, des marées qui agissent sur les planètes, et du coup, elles ne présentent toujours que la même face. Elles sont verrouillées, elles sont en ce qu'on appelle en rotation synchrone, exactement comme la Lune. La Lune, elle tourne autour de la Terre dans le même temps qu'elle tourne sur elle-même, donc du coup, elle présente toujours la même face, et c'est les forces de marée exercées par la Terre sur la Lune qui ont provoqué ce phénomène. Donc ces planètes ne présentent toujours qu'une face, c'est-à-dire qu'elles ont une face qui est en permanence au Soleil, et une autre face qui est en permanence dans la nuit. Alors, il se trouve qu'il y a un système qui a été découvert, je crois que c'est en 2016, par là, système trappiste, donc c'est trappiste, c'est Transiting Planetisimo Space Telescope, donc c'était, système de télescope pour détecter des planètes en transit. Il y en avait un au Maroc et d'autres au Chili. Donc pas des télescopes très gros, mais bon, qui ont fait une découverte
ce système qui a fait beaucoup parler de lui, hein, donc avec 7 planètes Terre, de la taille comparable à la Terre, mais un système très petit, vous voyez, qui est vraiment très près de son étoile, de sa naine rouge, hein, c'est une naine rouge, donc très près, et donc du coup, alors il y en a 3 en zone habitable, et la haute serait celle qui... oui, la planète D reçoit autant d'énergie que la Terre. Hein. Donc c'est intéressant, mais elles sont verrouillées en rotation, donc elles présentent toujours la même face. Donc ce qui fait que, bon, alors je ne sais pas s'il y a des extraterrestres là-dessus, quand il faut aller dormir, est-ce qu'ils prennent l'avion pour aller sur la face opposée, j'en sais rien, c'est pas très sympa. Mais bon voilà, ça fait beaucoup, c'est le problème des naines rouges, hein, ça fait beaucoup discuter. Est-ce que réellement une planète, la vie peut se développer autour sur des planètes qui gravitent autour de naines rouges? C'est là, je crois qu'on pourrait s'attendre à tout. Hein. Alors là, ça part, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, quoi, si jamais la vie peut apparaître sur ces planètes. Alors ce qu'on peut essayer de voir, pour aller encore un petit peu plus loin, hein, on détecte des exoplanètes en zone habitable, des planètes qui ressemblent de la taille comparable à la Terre, on détecte des systèmes, et essayer de voir si elles ont une atmosphère et quelle atmosphère. Alors comment ça marche? Bon, ben, vous savez que la lumière, quand elle passe dans un prisme, elle est décomposée. Voilà, comme un arc-en-ciel. Donc voilà, le Soleil émet de la lumière vers Mars, par exemple, et puis passe à travers l'atmosphère de Mars, la petite atmosphère, puisqu'elle est très ténue, l'atmosphère de Mars. On fait passer à travers un système, et là, on a des raies de ce qu'on appelle raies d'émission, hein, donc c'est-à-dire que la lumière, en passant à travers un gaz, et le gaz il va bloquer certaines fréquences du spectre, et donc c'est comme ça qu'on a des raies, on a comme une espèce de code barre. Et ça permet d'identifier le gaz qui entoure l'atmosphère. Vous voyez, si on regarde le spectre de Vénus, bon, on voit une raie noire donc, autour du CO2, mais pas d'ozone, pas de vapeur d'eau pratiquement, enfin un peu, mais pas beaucoup. Par contre, si on regarde la Terre, vous voyez, là, il y a un pic de CO2, il y a un pic de O3, d'ozone, donc oxygène, hein, et puis plusieurs raies avec de l'eau. Et Mars, par contre, trouve que le spectre du CO2. Donc vous voyez, à distance, en observant la lumière, donc c'est ce qu'on va tenter de faire dans le futur. Voilà, alors donc là, il y a eu une première, tout récemment, avec une planète où on a découvert de la vapeur d'eau. Voilà, donc c'est en anglais, bon c'est pas grave. Donc c'est Hubble qui a découvert par ses méthodes de la vapeur d'eau autour d'une exoplanète située à 110 années-lumière, qui est une super Terre, hein, 2 fois la taille de la Terre, donc à peu près la masse volumique équivalente, ça fait donc 8 fois la masse de la Terre. Voilà, alors elle est située en zone habitable, c'est-à-dire si elle a une atmosphère comparable à la Terre, elle pourra avoir de l'eau en liquide. Là, on a découvert de la vapeur d'eau. Donc là, vous voyez, on a franchi une étape, une nouvelle étape. Donc c'est la première planète où on a détecté de la vapeur d'eau. Donc c'est au début des découvertes. Voilà, donc c'est la méthode des transits. Voilà, vous voyez très bien le mécanisme. Hop, ça crée une petite occultation et c'est ça qu'on mesure à distance. Elle est autour d'une naine rouge encore une fois, parce que toujours pareil, c'est plus facile de détecter des planètes autour des naines rouges, et en plus elles sont nombreuses. Voilà, donc là c'est... On va terminer là-dessus. Donc justement, bon, ben, là, les Américains doivent lancer en 2021 le successeur de Hubble, qui va travailler dans l'infrarouge. Alors l'intérêt de l'infrarouge, c'est que le spectre est plus étendu, on a plus de raies qu'on peut voir pour les différents gaz. C'est un peu plus... alors c'est un... Vous voyez, Hubble fait 2,40 m, celui-là fait 6,50 m, donc c'est un télescope pliant. Et puis là, il y a des espèces de films pour protéger de la chaleur et du soleil et de la Terre.
Le rayonnement de la Terre aussi pourra affecter les mesures parce qu'il faut vraiment travailler à très 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 basse température. Bon, c'est un projet, les Américains ont suivi 100 € pour arriver à faire ce truc-là. Bon, le budget initial est un petit peu par 3, je crois. Bon, bref, la NASA s'est juré et vendu que jamais ça relancerait un beau dans un projet comme ça. Bon. Donc, typiquement, ce télescope pourra découvrir peut-être des spectres très intéressants de planètes extrasolaires, en zone habitable, etc. Voilà, donc il y a un autre projet intéressant, juste un petit film rapide. Donc là, on voit là, le but, c'est d'occulter l'étoile pour éviter d'être ébloui par l'étoile. Hein, on met un écran devant le télescope alors, entre 25 000 et 50 000 km. Donc une espèce de marguerite. Alors pourquoi cette marguerite? C'est pour éviter la recombinaison des faisceaux de la lumière par diffraction. C'est pas par hasard que ça se forme. Et donc, voilà, vous allez voir, donc là on occulte l'étoile, et puis là on peut voir les planètes passer. C'est ça l'idée. Donc c'est en cours de développement, ça sera lancé. Il n'y a pas de date annoncée, parce que c'est toujours très compliqué. Voilà, et puis bon, ça c'est notre. Bon là. Bon, je ne vais pas traduire, mais c'est un télescope européen, méga télescope de 39 mètres de diamètre, qui lui aussi a un volet pour la découverte des exoplanètes et la recherche de vie. Bien sûr, c'est enfin, pas que ça, mais entre autres. Donc des images 15 fois plus nettes que Hubble, donc voilà, on pourra peut-être découvrir de la vie au-delà du système solaire, donc un volet pour détecter la vie ailleurs, bien sûr, faire découvrir un théorie fondamentale, etc. Donc 798 miroirs hexagonaux. C'est la société Safran à Poitiers qui va réaliser tous ces miroirs, qui va les polir avec un usinage ionique. Donc un véritable monstre, 39 mètres de diamètre, je ne sais pas si vous imaginez, c'est. Donc c'est au Chili. Oui, donc juste une info, bon, avec le club, on était allé à Poitiers justement pour des rencontres entre clubs. Et donc il y a un ingénieur là, de la société Safran la société Safran qui est spécialisée dans les instruments aussi pour l'armée, des jumelles, notamment jumelles infrarouges, des choses comme ça. Et donc ils ont raflé ce marché pour la finition des miroirs, des 798 miroirs hexagonaux. Donc pour vous donner la précision, si le télescope, si le miroir de l'assemblage faisait 39 mètres, qui fait 39 mètres de diamètre, s'il avait la taille de la France, un défaut ne dépasserait pas la taille d'une coccinelle. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la précision qu'il faut pour arriver à un tel degré de finition, c'est absolument c'est énorme. Donc c'est à Poitiers, bon, la France a réussi à remporter ce marché, c'est extraordinaire. Alors donc on peut aller encore un petit peu plus loin dans cette quête. Il y a donc Frank Drake. Frank Drake, c'est un physicien qui s'est passionné pour la recherche de vie. Alors lui, vie intelligente. Donc là, on franchit encore une étape. On a vu les planètes habitables, l'atmosphère, comment la vie peut apparaître. Là, on franchit une étape, c'est-à-dire carrément, est-ce que la vie intelligente a pu se développer. Donc lui, l'idée, c'était d'essayer d'écouter des signaux radio. Alors il a bâti une équation qui est passée à la postérité,
qui essaye de comptabiliser combien il pourrait y avoir de civilisations avancées dans notre galaxie. Alors bien sûr, on ne peut pas résoudre cette équation, vous imaginez bien. Alors bon, donc combien il y a de planètes habitables par an, alors ça, on arrive à s'en rapprocher un peu. Hein. C'est-à-dire, on sait combien d'étoiles dans notre galaxie, à peu près entre 100 et 300 milliards, combien il y a de naines rouges, combien il y a de planètes d'étoiles du même type que notre Soleil, combien il pourrait y avoir de planètes habitables, etc. Bon, ça, on arrive à s'en rapprocher. Alors après, c'est plus spéculatif, c'est combien de planètes habitées par une civilisation. C'est-à-dire combien de planètes où la vie est apparue, où une vie intelligente est apparue, enfin complexe, et après combien il y en a combien il y a de civilisations technologiques incapables de communiquer. Et puis après, le dernier membre qui est encore plus spéculatif, c'est pendant combien de temps ces civilisations peuvent vivre, est-ce qu'elles s'autodétruisent, est-ce que, bon, etc. Alors bon, ben lui, donc c'était pour discuter, hein, c'est pas pour résoudre l'équation, mais au moins discuter, voir quels sont les points qu'on peut évaluer, etc. Et donc il a lancé SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, donc écouter un signal radio éventuellement lancé par une civilisation extraterrestre. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, il n'y a qu'un signal, une fois, un signal wow, bon, c'est le physicien, il a mis wow dans la marge, hein, pour dire, voilà, c'est quoi ce truc-là, et bon, c'est devenu signal wow, bon. Maintenant, on pense que c'est peut-être une comète qui est à l'origine. Enfin, là aussi, on a un problème d'interprétation, c'est-à-dire, est-ce que c'est un phénomène naturel, artificiel, c'était là aussi imprévisible, c'est pas reproductible, etc. Bon, hein, c'est toujours le même problème. Donc, si on regarde, alors on peut quand même essayer de s'approcher un petit peu de cette équation, c'est-à-dire s'intéresser, non pas maintenant aller plus loin que les planètes habitables, ok, mais aussi peut-être des planètes qui ont un certain âge. Ça, on peut approcher ce calcul, c'est-à-dire que la vie est apparue sur Terre en 3 milliards et demi d'années, donc on va s'intéresser on va essayer de comptabiliser combien il y a de planètes qui auraient au moins 4 milliards d'années, hein, sachant que notre galaxie est à 13 milliards d'années à peu près, donc combien de planètes ont plus de 4 milliards. Parce que celles qui sont trop jeunes, bon, il n'y a peut-être que des bactéries, c'est pas très intéressant. Alors bon, il y a un découpage qui a été fait, hein, c'est-à-dire que là, c'est très dense, et c'est là qu'on a les plus anciennes, les étoiles les plus anciennes qui sont apparues au début. Et puis, on a une autre portion plus vaste, où là, c'est apparu un petit peu plus tard. Bon, on a beaucoup d'étoiles, mais elles sont plus jeunes. Mais il y a quand même des anciennes, puisque nous, on habite dans cette région. Alors, bon, bien sûr, là, ici, il y a beaucoup de grosses étoiles qui peuvent se transformer en supernova, et tout, en explosant, elles stérilisent tout dans un rayon de 25 années-lumière. Donc, il ne faut pas s'y trouver. Mais bon, si la vie est seulement à ses débuts, protégée dans les océans, c'est pas très très grave. Et ils ont calculé que finalement, il y a tellement de planètes là que bon, il n'y aurait peut-être pas trop de. Il y a des pertes, mais il y a tellement de planètes que ça serait intéressant. Voilà, donc, alors là, il pourrait y avoir 2 milliards de planètes habitables de plus de 4 milliards d'années. Donc là, c'est intéressant. Bon, là, il n'y aurait que 300 millions de planètes de plus de 4 milliards d'années. Alors après, on peut commencer à spéculer. Planète, il y aurait en rotation synchrone 1,8 milliard d'années, c'est-à-dire celles qui sont autour des naines rouges. Alors bon, on peut peut-être les éliminer si on considère que c'est trop compliqué de vivre dans ces conditions. Et en rotation synchrone, c'est comme une alternance jour-nuit, sympa. Donc là, il pourrait y avoir 600 millions de planètes de plus de 4 milliards d'années. Ça, il faut plus de 4 milliards d'années. Et donc, si on est optimiste, si on prend ces 6 milliards, là, 600 millions, pardon. Si on est pessimiste, on dit que sur ces 600 millions, il n'y a que 1%, il n'y aurait que 6 millions de planètes de civilisations intelligentes. Si on est optimiste, 50%, 300 millions. Alors bien sûr, si on rajoute aussi les naines rouges, bon, là, ça en multiplie par 4. Enfin, bon, voilà, donc on peut essayer quand même de comptabiliser combien il y a. Il y a des futurs projets, il y a un projet européen alors qui est là dans 10 ans, je crois, qui sera lancé dans 10 ans, pour essayer de s'intéresser à l'âge des étoiles et donc des planètes. Voir un petit peu comment. Bon, là, c'est par des calculs, mais qui pourront peut-être être confirmés. Alors bon, là, on va sur un petit peu plus de spéculation, mais c'est quand même très intéressant. Comme je disais au début,
le côté philosophique, c'est-à-dire bon, comment la vie a pu se développer, comment elle peut évoluer ailleurs, parce que finalement, notre univers, il a 13 milliards d'années, nous on a 4 milliards d'années. Ça veut dire que d'autres ont pu commencer cette aventure beaucoup plus tôt. Alors, justement, il y a un physicien qui s'appelle Fermi, qui a été prix Nobel, il a découvert travaillé sur les piles atomiques, les premières piles atomiques. Et donc, lui, son idée, c'est que s'il y a beaucoup de possibilités dans l'univers, il avait fait des calculs que finalement, même avec des vaisseaux qui se traînent, pas des vaisseaux à 300 000 km par seconde, non, des vaisseaux qui voyagent à des vitesses faibles, il avait calculé qu'au bout de quelques millions d'années, toute la galaxie était colonisée. Alors, ils sont où? On ne les voit pas. Comment ça fait-il qu'on ne voit pas? Ils devraient être là, justement. Ils devraient tous être là. Et donc, ça a été la polémique. Alors, c'est une polémique. C'est un vrai... il y a beaucoup de sites sur Internet qui traitent de ce paradoxe de Fermi. C'est incontournable. Quand on s'intéresse à la vie extraterrestre, le paradoxe de Fermi, c'est-à-dire où sont-ils? S'il y a tant de possibilités, tant d'exoplanètes, exoplanètes habitables, si la vie peut se développer assez facilement, si elle peut évoluer, mais alors comment se fait-il qu'ils ne sont pas déjà venus? Alors donc, on envisage donc, lui c'était un contact global, un contact global à 100%. J'appelle moi le contact à 100%, c'est-à-dire où tout le monde est informé, c'est-à-dire ils arrivent, voilà, c'est nous, on est les plus forts, etc. Alors certains disent que d'ailleurs, il n'y a pas de vie, l'argument, c'est de dire il n'y a pas de vie intelligente dans l'univers, capable de voyager dans l'univers, parce que s'il pouvait voyager, il serait déjà là et il nous aurait trippé. Voilà, il nous aurait trippé. Donc, et on n'a pas été trippé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vie intelligente, on est les seuls intelligents ou capables, et on sera les premiers à voyager dans l'univers. Donc ça, c'est le contact, j'appelle à 100%, c'est-à-dire tout le monde est informé, alors par les médias, par la radio, tout ça, Internet, ou alors on est carrément étrippé. Alors bon, à l'autre bout de ça, certains disent, 100% ça n'a pas eu lieu. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça n'a pas eu le contact à 100%, ça n'a pas eu lieu. Donc on dit c'est 0%. Alors alors on peut se poser la question, est-ce que nous sommes seuls? On peut pas voyager dans l'univers, on ne peut pas communiquer, ou on est les plus intelligents. Sachant que là, c'est un peu étonnant parce que on sait qu'il y a des planètes plus vieilles que nous. On a trouvé des planètes, Kepler 444, c'est 13 milliards, je crois, 10 milliards d'années. Donc on a trouvé des exoplanètes très vieilles. Est-ce que nous sommes les plus intelligents, ou alors peut-être les civilisations disparaissent trop tôt. C'est l'argument de certains. Se dire, arriver à un certain stade, alors est-ce que c'est le changement climatique, des guerres, etc., qui remettent les compteurs à zéro, donc du coup, ça n'est peut-être pas totalement détruite, mais voilà. Alors, on est souvent présenté comme ça, une vision binaire. Si c'est pas 100, alors c'est 0. C'est toujours présenté comme ça, binaire, vision binaire. Alors moi, j'aime bien me présenter, je dois être un peu tordu sans doute, mais j'aime bien savoir ce qui se passe entre les deux là. Et on pourrait très bien avoir un contact partiel. C'est-à-dire partiel, des contacts sporadiques, concentrés en certains lieux, sur certaines personnes, qui après, vous savez, c'est un peu comme une goutte d'encre qu'on mettait dans l'eau transparente. Après, ça diffuse d'une manière sourde, ça diffuse. Donc l'eau est troublée, c'est plus tout à fait transparent. Des contacts sporadiques. Là, il se trouve que ces fameux engins que certains disent voir, peut-être que ça pourrait rentrer dans ce contact partiel justement. Donc c'est la dernière partie de mon exposé, où peut-être on peut envisager entre 0 et 100, du strict point de vue mathématique, il peut y avoir quelque chose. Alors on peut appeler ça aussi l'hypothèse du zoo. Est-ce que c'est vraiment le zoo? C'est-à-dire il y a effectivement des civilisations plus intelligentes, mais qui forcément ne viennent pas nous emmerder, nous enquiquiner, qui nous laissent nous développer, mais qui de temps en temps laissent quelques petits cailloux comme ça pour nous faire réfléchir. On peut imaginer une sensibilisation progressive, une espèce d'embargo, certains ont dit embargo qui fuit, c'est le terme américain, qui n'est pas totalement hermétique. Alors on peut gamberger là aussi, bien sûr, c'est très spéculatif, mais enfin, il faut envisager ce troisième cas. Alors justement, moi j'ai trouvé intéressant parce que
Bon, vous savez, c'est par rapport, je fais un petit laïus sur les météorites, parce que, bon, les météorites, maintenant, on sait que, oui, des pierres peuvent tomber du ciel. On le sait, c'est prouvé. Mais il faut savoir qu'à l'époque, hein, en 1492, tout ça, bon, enfin, de manière récurrente, il y a des témoins qui ont dit voir des objets, des pierres tomber du ciel. Et donc, bon, pour les scientifiques de l'époque, c'était difficile à avaler. Et alors, notamment ben, Lavoisier, hein, il n'est pas le seul, hein, mais Lavoisier avait dit en 1768 au sujet des météorites tombées à l'UC, donc l'opinion qui nous paraît la plus probable, celle qui cadre le mieux avec les principes de sciences physiques, avec les faits rapportés par les témoins et avec nos propres expériences, c'est que cette pierre, qui est peut-être été couverte d'un peu de terre et de gazon, aura été frappée par la foudre et qu'elle aura été mise en évidence. C'est-à-dire que bon, l'hypothèse de départ, c'est il n'y a pas de pierre entière. Alors on était bien sûr, parce que à l'époque de Lavoisier, on était encore dans ce paradigme, vous savez, où bon, ben, on avait encore la Lune pour séparer le divin de l'impur, représenté par la terre, incarné par l'homme, etc. Hein, donc une séparation nette entre les deux, et puis avec comme intermédiaire la Lune, un globe opalescent, sans aspérité ni rien. Bon, tout ça a été battu en brèche par Galilée, Copernic et compagnie, mais bon, c'était encore quand même dans l'idée que le ciel est pur, hein, le ciel est divin, et imaginez que cette très belle mécanique de temps en temps pouvait perdre ses boulons avec des pierres, ça c'était inacceptable, c'était inadmissible. Et donc on part sur des idées farfelues, c'est-à-dire on tord les faits, hein, les faits que quand les gens disent on voit un objet tomber du ciel, non, bon, mais sans doute qu'il y a eu de la foudre, personne n'a jamais parlé de foudre, c'est pas grave. Donc on élimine l'effet gênant, on rajoute ce qui va bien pour faire rentrer au forceps dans le paradigme de l'époque. Voilà, c'est ça la technique. Évidemment, aujourd'hui ça nous fait sourire, mais je ne suis pas certain qu'on ait appris la leçon. Pas du tout ça. Donc, et là on a affaire, c'est très intéressant aussi, on a affaire à un phénomène non reproductible, imprévisible, donc qui est en marge de la science, parce que la science, le travail de la science, c'est travailler sur des phénomènes qui sont reproductibles, qui sont prévisibles, etc. Bon, alors effectivement, là, on fait du bon travail, mais effectivement, quand on a affaire à des phénomènes non reproductibles et imprévisibles, c'est beaucoup plus difficile, mais par contre, on peut faire travailler les statistiques, et regarder, quand on a des phénomènes récurrents, voir si tout cela ressemble à quelque chose. Et ça, on fait ça aussi en science, très souvent. Alors, donc l'explication les plus simples ne sont pas toujours les meilleures, surtout parce que c'est là-dessus, donc à substituer des éléments gênants du témoignage par d'autres pour confondre dogmes de l'époque. Voilà, donc les phénomènes reproductifs imprévisibles mais récurrents méritent attention, même si leur analyse est plus difficile. Bon, c'est vrai, c'est plus difficile, c'est vrai, il faut le reconnaître, hein, on marche sur des œufs. Alors donc, depuis 1977, donc le CNES a créé un petit département pour essayer de recueillir des phénomènes, des témoignages relativement intéressants. Et donc, bon, le CNES, donc Centre national d'études spatiales, vous savez, hein, qui a lancé tous les programmes spatiaux en France et en Europe maintenant. Donc, il y a une structure qui a été mise en place avec la gendarmerie nationale, où des gens peuvent dire, voilà, moi j'ai vu ceci, cela. Bon, surtout que moi, dans ma famille, j'ai des gens que je connais depuis 40 ans qui ont vu quelque chose de vraiment extraordinaire. Ces gens, je les connais bien, ils connaissent pas, enfin, je veux dire, ils n'ont pas d'avis sur, ils n'ont pas du tout d'avis sur la question, ils sont vraiment des gens, je dirais, relativement neutres, et assez, tout ce qui est plus banal. Et donc, alors bon, ben, le CNES a réalisé les classes ces phénomènes, les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qu'on appelle aussi par extension OVNI, lorsque vraiment on est quasiment certain qu'il s'agit d'un objet. Donc on voit qu'il y a 19% qui sont parfaitement identifiés. Hein, la classe A, bon là, c'est une méprise, voilà, c'est une méprise. Et puis 38%, bon ben là on ne sait pas trop, c'est compliqué. Là il y a les phénomènes non identifiables, c'est-à-dire manque de données. Alors ça c'est intéressant, hein, c'est-à-dire bon, manque de données, donc il faudrait approfondir. Et là, il y a un petit pourcentage faible et livré de phénomènes non identifiés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces phénomènes non identifiés, ce n'est pas parce qu'il manque d'infos.
C'est pas parce qu'on n'a pas recueilli toutes les infos. D'ailleurs, le CNES s'attache vraiment à faire bien le distinguo. Hein. Et lorsqu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas identifier, bon, ben, le CNES, ce n'est pas un bus simplement qui prend la décision, qui est classé en D. Hein, il y a un comité de pilotage, hein, il y a des anciens du CNES et bien sûr donc des ingénieurs, et puis toutes les personnes qui gravitent autour, c'est-à-dire ils sont en relation avec l'aviation civile, avec la météo, avec l'armée, avec tous les services qui sont concernés par tout ce qui peut se passer dans le ciel. Donc ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est pas des gens, je veux dire, quand je peux vous dire que Xavier Passot, qui s'est occupé de cette section, à la fin de sa... maintenant il est parti à la retraite, s'il avait pu virer tout ce qui est en D, il l'aurait fait. Sauf que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc c'est pas des gens, hein, comme on voit sur Internet, effectivement, il y a des excités du bocal qui racontent un peu n'importe quoi. Je peux vous dire que au CNES, c'est des gens vraiment très très sérieux. Donc ça se fait pas comme ça. Alors bon, parmi les phénomènes qu'on ne comprend pas, bon, alors il y a eu dans les années 2000, bon, il y a plusieurs méprises, on confond un avion, des ballons sous ballon, voilà, des satellites. Bon. Alors ce qui est intéressant, c'est l'interne taille. Sauf que moi j'en ai lâché pour le mariage de ma nièce, et donc vous savez, c'est cette petite montgolfière en papier là, avec à la base on allume une bougie, ça chauffe l'air, et puis l'autre on en lâche comme ça une dizaine, une quinzaine, et elle s'envole. Et alors si par le hasard des vents ça forme un cercle, un carré, bon effectivement les gens qui voient arriver ça au début, hein, dans les années 2000, au début ils se demandaient ce que c'était. Donc il y a eu beaucoup de méprises, et bon, le CNES a eu beaucoup de signalements, donc on voit une grosse martise là par rapport aux lanternes de taille, effectivement. Donc il y a des méprises, c'est sûr qu'il y a des méprises, mais pas que. Il y a des fois, il y a des cas, on ne sait pas ce que c'est, malgré la pléthore d'infos qu'on a sur les cas. Ça c'est très important, vraiment, très très important. Donc je vous ai présenté ce cas-là, et je termine, c'est un tout petit film qui dure une minute, je crois. C'est assez court, d'un cas, un cas aéronautique qui passait à la postérité, hein, c'est le colonel Crean, qui en 1977 a donc été témoin avec un autre pilote, hein, ils étaient en exercice, et a été témoin d'un phénomène extraordinaire. Et ce cas n'est pas unique. Hein, il y en a au moins une dizaine connus en France, parce que là aussi, les gens ne sont pas très prompts à en parler, hein, parce qu'il y a une stigmatisation, etc. Et en Europe, on en a au moins une centaine, entre civils et militaires. Et dans le monde, le CNES, avec le NARCA pour les États-Unis, ils ont recensé 600 cas où on a parfois des enregistrements radars, on a parfois des perturbations aux instruments, compas, etc. Alors voilà, vous allez écouter ce petit témoignage au cours d'une émission. Ce témoignage est quand même très intéressant, et je pense de réfléchir, parce que c'est pas des... Je suis désolé, mais les gens qui sont à bord des engins, des avions, des Mirages, c'est pas des corons, en principe. Avec nous, Jacques Crean. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve, dans votre carrière beaucoup d'activités, pilote de chasse dans l'armée de l'air, ancien leader solo de la patrouille de France, commandant de bord et instructeur sur Airbus, et vous cumulez plus de 18 500 heures de vol, et vous avez un témoignage très intéressant à nous livrer, on en parlera dans quelques instants. Alors, le 23 septembre 1975, vous faites une mission d'entraînement dans la région de Cambrai, Plastron, Mimosa. Alors racontez-nous tout. Eh bien, on avait touché les Mirage 3, qui étaient équipés d'un radar très performant, qui nous permettait de faire des rassemblements de nuit. On a donc intercepté un avion de nuit, ce qui était des gros progrès par rapport à ce qui se faisait avant. Une mission. C'est une mission d'entraînement, routine, pour l'acquisition du matériel, et puis c'était une manœuvre assez délicate, des rassemblements de nuit. Nous étions deux Mirages. Donc on décolle, le secteur était Nord-Cambrai, la frontière belge du côté de Lille, et puis un petit coup vers Reims. Et j'étais plastron sur la première mission, et mon coéquipier était éloigné par le radar du sol, jusqu'à à peu près 80 km, dirigé vers moi. Là, il prenait l'acquisition des targets, c'est-à-dire même sur son radar de bord, et continuait donc interception à son compte, et arriver jusqu'au visuel, ce qu'on appelle l'interrogation, pour voir, pour arriver jusqu'à proximité de l'avion.
Et Une espèce de course-poursuite, en gros, pour caricaturer un peu. oui, c'est un virage relatif. Bon, il faut savoir qu'on faisait la police du ciel, que le ciel français ne peut pas être traversé par n'importe qui sans autorisation, et que c'était un entraînement. Ils donnaient une possibilité qu'un avion traverse justement le ciel français sans autorisation de nuit, puisque c'est quand même les interceptions de nuit les plus délicates. Donc on s'entraînait tout type, tout temps, comme on disait. C'est là que je vois, traversant un peu mon champ de vision, je vois, j'ai pris d'abord pour un avion un cigare, on va dire, la forme un peu d'un ballon de rugby, vous voyez, un truc ovoïde avec pointe au bout, avec des hublots, une immense, je me rappelle là, c'était une immense lumière intérieure. Bon, moi, sur le premier coup, j'ai dit ça va être un avion ligne qui est quelques nautiques, je commence à appeler le contrôleur au sol, je commence à l'engueuler en disant si vous faites faire la manœuvre et traverser par un avion ligne, on va avoir un Airbus, on va se faire engueuler, etc. C'est ce travail, quoi. Hein. Le mec il me dit moi j'ai rien sur mon scope. Ok, voilà ce que je vois. Et il dit non, moi j'ai rien sur mon scope. Et le gars il commence à me donner les vérifications d'oxygène précieux, c'est-à-dire de dire que bon, attendez, il y a peut-être des phénomènes, on était à 45 000 pieds. Totale sécurité, là j'appelle mon collègue qui arrive, est-ce que tu vois ce que je vois? Il me dit tout à fait, je vois que c'est ce truc-là, qu'est-ce que ça fait là, quoi. Donc je réinsiste auprès du contrôleur, et il dit moi je vois rien. Ben, moi je dis on voit quelque chose, et mon gars commence à arriver, bon c'est notre travail, c'est la police du ciel, c'est d'aller voir ce que c'était, donc post-mirage, on arrive ensemble, la post-combustion, et on fonce là-dessus. Et ce qui m'a frappé, c'est la lumière intérieure. Bon, c'est comme, je veux dire, vous voyez un avion de nuit, vous voyez la lumière à l'intérieur, mais ça c'était une immense, une lumière, une blancheur, éclatante, je veux dire, extraordinaire. Une lumière à plein spot, comme un spot qu'on. Ouais, mais vraiment ce qui est le plus éclatant de blancheur comme lumière. Et en plus, le drôle, c'est que ça ne m'éblouissait pas. Par contre, je sentais l'intérieur, le vide, enfin l'intérieur de cet objet à travers ces blocs de triangulaires et cette lumière qui était d'une blancheur incroyable. J'avais vu ça. Donc on fonce, on va à sa poursuite. Et alors, je sais pas, on est arrivé quand même relativement près, je pense, et ça a disparu en microsecondes. Je veux dire, c'est un peu comme, je dirais, les Dupont en Tintin, où ils sont doublés par un truc, ils ont l'impression pourquoi on est arrêté. Quoi. On est arrêté, planté sur place. Et ce bazar-là est passé d'une accélération 0 à. Et là, vraiment. Et vous pouvez l'évaluer ou c'est même impossible? On voit la vitesse de la lumière, parce que de toute façon, ça a disparu instantanément. Je veux dire, le temps d'avoir la perception rétinienne. C'est quoi? C'est la peur? C'est l'étonnement? C'est l'étonnement. C'est l'étonnement. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, je rappelle le contrôle au sol et il dit bah, moi, j'ai rien, j'ai toujours rien. Je dis voilà ce qu'on a vu. Bon, puis rien. Bah, écoute, on va reprendre notre entraînement. Hein, ça coûte cher, les heures de mirage, donc on reprend l'entraînement. Là, c'est moi qui étais chasseur, je passais chasseur sur mon collègue qui était aérien. Autre configuration, et pareil, j'arrive à 15 nautiques à peu près, enfin, mettons 25 km du plastron, et tac, ce bazar-là réapparaît entre nous deux, c'est-à-dire de dire, je vous observe, je suis avec vous les copains. Vous voyez, entre vous deux, donc vous connaissez votre ami, votre collègue, et entre vous deux, l'objet arrive. Absolument, exactement, dans une position d'observation. Un peu comme nous, ça nous est arrivé aussi de faire dans un combat de patrouille, de se mettre au-dessus, comme on dit, sur la perche, et puis de voir à gauche, à droite comment l'affaire se passait. Le sentiment qu'on avait, c'était pas menaçant, mais enfin, ça nous gênait quand même un peu. Alors je rappelle le contrôle, qui me dit écoutez les gars, non, moi j'arrive, j'ai pas de signature radar, je vous vois bien vous tous les deux, c'est bien votre madame, etc. Tu vois, visuel, post-combustion, boum, on repart encore plus rapidement, les avions un peu plus allégés, et le même phénomène se reproduit. Dès qu'on arrive à une distance assez proche, que peut-être l'objet s'entend menaçant, ça repart, je veux dire, salut les copains, et c'est-à-dire le temps de percevoir d'une manière rétinienne un éclair, quoi. Bon, et le phénomène s'est représenté une troisième fois. Ah, encore. Ouais. Donc on a vu, si vous voulez, le phénomène se reproduire 3 fois. Bon, il prenait à peu près 10 minutes entre chaque représentation. Et la poursuite, ça ne servait à rien. Je veux dire, dès qu'on arrivait, si vous voulez. Parce que 3 fois en combien de temps Bon, 40 minutes, ça doit pas l'émission d'en faisait. Donc là, la première fois, vous ne savez pas trop ce que c'est. La deuxième fois, vous êtes sûr de l'avoir vu. Oui, et la troisième, il y a encore le cerveau, il travaille encore un peu plus. Il est encore plus rapide pour le courir aux fesses, puisque là, bon, on pas le temps de rectifier, on le voit réapparaître, on le voit. Les pédards, je veux dire, on a des lados, alors qu'on est quand même à des vitesses légèrement transcendées, c'est pas là quand même. Quoi. Et vous certifiez que le comportement de cet objet volant non identifié était intelligent. C'était un comportement intelligent, on peut le dire. Ça avait été un autre avion de chasse, qui venait voir un peu. On peut dire qu'on a fait des missions où on a observé ce que font les autres. Bon, c'est des missions combinées, etc. Donc les gens s'entraînent, ils peuvent avoir un compte aérien, on peut se faire pas d'observation, ce qu'on appelle sur la pêche, pour voir comment ça se passe et restituer après.
Donc c'était une position comme ça. Le problème, c'est que d'abord, on avertit. Deuxièmement, ça apparaissait comme ça, mais au bon moment, au bon endroit, et ça disparaissait encore plus vite. Et ça ne correspondait évidemment à rien de ce qu'on connaît, d'évolution possible, de tout ce qu'on a pu créer, de plus extraordinaire d'ailleurs de chasse, que ce soit Rafale ou n'importe quoi. C'était un peu de savoir ce qui se passait dans le ciel et de reconnaître. Mais évidemment, parce que c'était la guerre froide, c'est la fin de la guerre froide. Vous retournez donc sur le sol, et là c'est quoi? Vous décidez vous faites la carte, on n'en parle à personne, on réfléchit 2-3 fois, quelle a été votre réaction? On était perplexe, c'était bien ce que j'ai vu, on a vraiment une même restitution de trajectoire, de position, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, on s'est dit, on était jeunes, on aime bien voler, alors si on la ramène ou au géopsie, ou au secret, enfin dans tous les cas, ça va être beaucoup d'ennuis, vu l'ambiance actuelle, donc si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a gardé pour nous. Quand j'ai débriefé, quand on se posait, on débriefait le contrôleur avion, vous voyez, c'est un type, c'est pas son souci, lui, ce qu'il voulait, c'est 3 interceptions réussies. Donc on a gardé ça pour nous. Vous avez quand même parlé un peu à vos amis au départ, ou c'était vraiment secret Je veux dire, l'ambiance qui évolue maintenant, puisque les gens sont plus ouverts à ce genre de choses, c'est que, bon, moi, la première fois que je l'ai ramené, pratiquement, c'est d'ailleurs sur une émission qui commence à dire, c'était 10 ou 12 ans après, et c'est vrai que la réaction des proches, ça peut dire à mon colonel, j'ai fait une moquette, quoi. C'est exactement ça. Et il y a toujours un front de réaction comme ça, ce qui ne prédisposait pas les gens à raconter leurs observations, alors que des fois, en fin de soirée, quand l'ambiance est bonne, si la conversation est là-dessus, il y a toujours quelqu'un qui dit mais moi j'ai quelque chose qui m'intrigue, j'ai vu ceci, cela. On va écouter dans quelques instants votre témoignage aussi saisissant, Daniel Michaud. Avant. Voilà, donc je termine par une conclusion personnelle. Donc au cours des siècles passés, nous avons dû apprendre à relativiser notre position physique dans l'univers. Donc initialement au centre de tout, la Terre n'est plus maintenant qu'une planète perdue parmi des milliards dans notre galaxie, mais même perdue parmi des milliards d'autres. Donc il est probable que dans le futur, nous devrons également relativiser nos connaissances et notre suprématie intellectuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention.